Bonsoir, bienvenue à Grande Contrôle qui nous accueille ce soir pour l'été du podcast avec un premier talk, donc celui qu'on va écouter ensemble, diffuser et engager la révolution romantique. Donc je suis ici avec Marion Séclin et Nathalie Séjean. Donc Marion qui est actrice, vidéaste, scénariste, chroniqueuse et plein d'autres choses. Et Nathalie, pareil, réalisatrice, autrice. Donc tu crées des histoires, vidéos, podcasts, un peu avec différents médiums. Donc toutes les deux, vous êtes traversées par le militantisme féministe dans votre travail. Et aujourd'hui, vous êtes là parce que vous êtes aussi les fondatrices de Faiseuse, donc une association qui permet de produire des réalisations vidéo ou podcasts qui sont, qui correspondent à vos attentes et à vos projets, à des projets un peu différents comme on va le découvrir ce soir. Voilà, justement, avec leur dernier podcast, donc La théorie et la pratique, qui est interprété par Leslie Medina et Chavdar Penchev, ça se prononce comme ça. Elles explorent le thème de la relation amoureuse en suivant en direct WhatsApp les évolutions d'un couple qui bascule dans le couple ouvert. Donc, par son écriture elle-même et par la thématique traitée, on pourrait dire que cette série est sans nul doute une manière de diffuser une forme de révolution romantique. Voilà, donc peut-être en premier lieu, on va essayer de voir ce que ça peut être la révolution romantique. Déjà, je vais me présenter. Donc, moi, je suis journaliste, je suis Costanza, je travaille pour Manifesto 21. Et pour d'autres magazines. Et donc, j'avais publié dans Sensord, qui est un autre média très chouette d'ailleurs, un article justement sur cette notion de révolution romantique qui est inspiré de quelque chose que, entre autres, que Preciado avait écrit pendant le premier confinement, qui était le soulèvement transféministe décolonial. Donc voilà, la révolution romantique, ce qu'on essaye de, voilà, ce qu'on voudrait en tirer, c'est un peu le mouvement puissant qui est, à mon sens, en train de se mettre en place depuis quelques années, grâce à MeToo, mais aussi à d'autres mouvements pour les droits sociaux, et qui voudrait déconstruire nos relations amoureuses et humaines, car elles sont en effet le centre d'inégalités, d'injustice, de discrimination, de lutte sociale qui traverse notre société au sens large. Donc c'est un peu l'idée que l'intime est politique, on va dire. Et donc l'amour, qui est considéré souvent comme un objet philosophique inférieur, si vous avez remarqué, il est en réalité en train de devenir un sujet médiatique majeur, avec des podcasts qui sont créés, avec des livres qui sont écrits, etc. Et comme si, effectivement, changer nos façons d'aimer pouvait être le plus grand service que nous puissions rendre à la société, à nous-mêmes, à la planète, aux vivants. Donc vraiment changer le rapport qu'on a aux vivants en général par une sorte d'engagement au service du soin, de l'empathie, etc. Donc évidemment, cette notion est liée aussi à des auteurs et autrices, enfin du coup surtout autrices comme Silvia Federici, qui nous parle de réenchantement du monde par un prisme écoféministe, par évidemment Bellux, qui a écrit All About Love, donc le livre où il dit que voilà, il n'y a pas de justice sans amour, et donc on pourrait presque dire qu'il n'y a pas de démocratie sans justice et donc sans amour. Donc finalement, il y a peut-être des liens entre l'amour et la démocratie à tisser aussi. Donc voilà. Donc se réapproprier l'amour signifie aussi se réapproprier notre intimité et sortir de cette logique capitaliste qui aurait peut-être pénétré aussi nos intimités. Donc voilà, ça c'est un peu la définition très abstraite. Maintenant, je vous laisse la parole et je vous laisse vous présenter. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter le podcast La théorie et la pratique ? Alors la théorie et la pratique, c'est une fiction épistodio. C'est donc un mot qu'on était très heureuse de pouvoir inventer, où on suit l'histoire d'amour de deux personnages à travers les notes vocales WhatsApp qui s'envoient. Notre histoire tourne autour d'un couple hétéro qui décide, après 4 ans de relation exclusive, de passer à une relation libre avec tous les
tous les tourments que ça représente, toutes les discussions que ça représente et les perturbations aussi. Tu veux rajouter quelque chose ou... Bah non, c'était pas mal. Merci. Ok. Ouais, avec essai, je commence à bien gérer le synopsis maintenant. Ouais. Merci. Mais oui, c'était rapide. Alors, moi, donc, vous aussi, vous parlez d'amour dans votre podcast. Donc, comme on a dit depuis 2019, mais je pense que ça a commencé avant, il y a un intérêt grandissant pour la thématique de l'amour et des relations amoureuses. Donc, dans les autrices qu'on n'a pas citées, évidemment, il y a Eva Illouz, donc, qui a beaucoup parlé du capitalisme et de l'amour, avec Pourquoi l'amour fait mal ou La fin de l'amour, donc des titres super joyeux. Et grâce aux avancées, on espère, de cette vague féministe actuelle, on déconstruit les relations. Mais je me suis posé récemment une question, et c'est de savoir si, disons que ces questions-là viennent s'intégrer dans un monde qui est traversé par des problématiques vraiment urgentes. Je pense évidemment à ce qui se passe en Afghanistan, ce genre de problématiques. Et en fait, je me demande si finalement parler d'amour ici à Paris entre personnes en majorité blanches, ça serait pas quelque chose de très bourgeois finalement, d'un peu privilégié. C'est ça la question, c'est est-ce que c'est bourgeois de parler d'amour ? J'ai pas la réponse à cette question, mais parce que je peux pas sortir de ma propre condition pour savoir si les autres ne parlent pas d'amour. Par contre, est-ce que parler d'amour, ça permet de faire avancer les problématiques de l'écologie, des guerres, des dissensions ? Je pense que le fait de parler d'amour, ça peut permettre de trouver des solutions beaucoup plus rapidement sur les problèmes qui sont pressants. Ça me paraît évident que le problème majeur de l'Afghanistan, c'est le manque d'amour. De l'amour à l'autre, du respect de l'autre, de la considération que l'être humain en face de nous est un être humain à égalité. Et je ne sais pas dans quelle mesure l'angle classiste diminue l'impact et l'importance de parler d'amour en 2021, parce que si on revient sur la zone France, ce qui est aujourd'hui, on avance vers les élections présidentielles. Et je pense que ce qu'on est en train de voir clairement, c'est la montée des gens qui cultivent des récits de haine et de dissension. Et la meilleure façon de faire ça, c'est de nous séparer les uns des autres et de nous faire croire qu'on ne peut pas s'aimer. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on apprend à voir l'autre et à l'aimer, que ce soit de façon romantique ou juste dans le fait de son humanité, c'est beaucoup plus compliqué de réussir à justifier les récits qu'on essaye de nous vendre sur le fait de couper des allocations ou de faire passer des lois pour empêcher des libertés. Et en ça, je pense que sur une pyramide d'importance, l'amour, c'est le socle qui va permettre de faire que ça sera beaucoup plus facile de trouver des solutions communes et qui seront dans la générosité, que si on se dit, alors d'abord on va faire de la logistique, puis à la fin on verra si on peut s'aimer. Je pense que ça, enfin moi dans mon cœur ça marche comme ça. C'était super. Enfin vraiment bravo quoi. T'es d'accord ? Ah je suis très d'accord. Ok. Non mais c'est finalement ce que dit Bellux quoi. Enfin, il n'y a pas de justice sans amour et donc encore une fois la relation avec peut-être la démocratie, enfin le lien démocratique quoi. Et du coup donc pour venir à votre podcast. Alors votre podcast aborde l'épineuse question des relations à l'époque des applications, des réseaux sociaux. Ou d'Internet, on peut dire. Parce que finalement, WhatsApp, est-ce que c'est une application dans le sens logistique du terme, mais c'est pas une application de rencontre, par exemple ? Non, bien sûr. C'est un réseau social, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui quand même filtre la communication, qui a une communication bien particulière. Et voilà. Je me demandais pourquoi décider pourquoi cette idée, pourquoi décider de passer par WhatsApp, pourquoi avoir choisi spécifiquement WhatsApp, et selon vous, comment ces médias biaisent nos relations ? On a choisi WhatsApp parce que dans notre manière de communiquer et dans notre réalité, WhatsApp est très présent, principalement justement parce qu'on peut se laisser des notes vocales. Donc c'était presque plus une excuse de production dans un premier temps, qui était, on veut raconter une fiction, dans quelle application est-ce qu'on va pouvoir mettre les auditrices en immersion pour que ce soit le plus facile, et la note vocale étant quelque chose qui a d'abord été développé sur WhatsApp, ça nous a semblé assez évident. Ensuite, il y avait aussi le fait que
on ne l'a pas vu particulièrement comme quelque chose qui biaisait les relations, mais justement qui permettait de les enrichir, de les rendre plus constantes, peut-être plus en flux tendu, et quelque chose qui était tellement rentré aujourd'hui dans notre manière de consommer aussi nos relations, de les vivre. Aujourd'hui, on se dit quasiment plus de choses belles et importantes par message qu'on peut se le dire en direct, et ça fait partie de tout ce qui va nourrir une relation, cette communication, quand on n'est pas les uns avec les autres. Donc ça nous a semblé relativement évident qu'on puisse utiliser cette application-là. Oui, on est hyper à l'aise toutes les deux avec le fait qu'on est en 2021 et qu'on vit dans un monde qui permet et d'avoir des relations analogues en direct, et qui nous offre l'absolue magie de pouvoir être à 3000 km de quelqu'un et de lui parler, et que cette personne puisse avoir le message de façon instantanée. C'est un peu cette espèce de côté futuriste du XVIIe siècle. On s'écrit des missives, mais en fait on les dit à l'oral, et l'audio, ça reste quand même un intime hyper fort, et pour le coup que nous on estime être, et on n'est pas les seuls à le penser évidemment, très démocratique, parce que ce qui nous plaisait aussi dans ce médium, et c'est pour ça on a fait 2 podcasts en fait qui utilisent la fiction avec des messages audio. Ce qui nous plaît énormément, c'est que la voix fait quand même, la voix sans les images, ça nivelle un peu tout. Chacun est libre d'utiliser son imagination pour imaginer le physique qu'il souhaite mettre derrière cette voix. Mais il y a un côté démocratique dans la voix seule, et c'est tellement intime, en fait, pour le coup, de l'ordre de l'intime. Donc ça nous paraissait logique de faire une histoire d'amour qui passerait que par des échanges vocaux. Oui, je ne sais pas comment chacun gère ses notes vocales WhatsApp, mais je sais que moi, par exemple, quelqu'un que je connais peu qui m'envoie une note vocale, je trouve ça extrêmement audacieux, et je ne sais pas pourquoi cette personne a osé faire ça. La note vocale, c'est un truc que j'accepte de la part des personnes que j'aime assez fort, pour me dire je vais prendre ce moment pour écouter, parce que cette personne a mis du temps et de l'énergie pour me raconter quelque chose, même si c'est juste une petite anecdote. Mais quand ça vient de personnes que je connais à peine, je suis là, qui tu es en fait. C'est vraiment hyper intime d'envoyer une note vocale, et il y a un temps incompressible qu'on impose à l'autre, parce qu'en fait on peut pas lire plus vite, on peut pas scanner le message, on est obligé d'écouter en temps réel ce que la personne nous dit. Donc on y a un rapport, il y a une dynamique qui se met en place. Je te donne 3 minutes, j'accepte de prendre 3 minutes, tu vois, c'est super intéressant. Et que tu as une fluctuation des temps. Nous, en tant que créatrices, évidemment, ça nous intéresse aussi de pouvoir jouer avec la longueur des messages. Tu peux laisser un message où tu dis juste « je t'aime ». Sur une plateforme de podcast aujourd'hui, je pense qu'on est les seules meufs à avoir sorti un épisode qui dure 7 secondes où tu entends juste quelqu'un dire « je t'aime ». Mais combien de fois tu reçois ça et ton corps, il fait « vous ». Tu vois, et ça vaut les 1h30 de débat sur l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Et ça nous plaisait aussi. Nous, en tant que créatrices, c'était stimulant pour nous de pouvoir jouer avec les outils narratifs que la plateforme... la plateforme qui est jeune de podcast, c'est quand même en train de se... Je crois que j'ai déjà dit ça l'année dernière en plus. C'est déjà en train de devenir assez lisse quelque part, et on avait envie d'introduire ce côté disruptif. Ouais. Après, là où ça a pu potentiellement, l'utilisation de WhatsApp dans notre quotidien, faire un peu de mal, on va dire, c'est que ça a créé une impatience qui fait que comme on est tout le temps en contact avec l'autre, on commence à reprocher ces moments de latence, ces moments où on n'a pas de réponse, ces moments où on ne comprend pas pourquoi on ne nous répond pas, chose qu'on ne pouvait pas trop faire quand on attendait une lettre, si tu veux. Il y avait quelque chose où on ne savait même pas si le mec à cheval il allait réussir à arriver au bout, et on était d'accord avec l'idée de patienter, et on était d'accord avec l'idée de lâcher prise là-dessus. Là, le souci que moi j'ai rencontré par rapport à WhatsApp, c'est vraiment de dire attends, mais vu qu'on peut, pourquoi ça n'existe pas tout le temps? Pourquoi ne pas? Si on peut, pourquoi ne pas? Je vois pas pourquoi. Voilà. Et pardon, mais pour rebondir sur son rebond, c'est vrai que là où ça peut biaiser, je pense que là où c'est transformateur par rapport à la façon dont on gère les relations, mais pour moi la question c'est est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est un problème que ça se transforme? C'est qu'effectivement, d'un côté on peut aller beaucoup plus en profondeur pour faire la connaissance de l'autre et de soi-même par effet miroir, mais d'un autre côté je pense que ça compresse les choses, et peut-être que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de réussir à maintenir ce niveau de tension et de communication avec un être humain sur des décennies. Et en ça, est-ce que c'est biaisé? Je ne sais pas, mais est-ce que c'est transformé de façon moléculaire? Certainement. Donc les amours modernes seraient plus rapides? À voir dans 50 ans.
quand on regardera en arrière, tu vois. C'est clair, j'ai un peu peur de ça. Mais... partir du principe qu'on a tous une jauge relationnelle et que si on la bouffe trop vite, à un moment, il n'y en a plus. Mais c'est une théorie tout à fait vaseuse que je viens d'inventer. Donc on est là pour ça, après tout. Enfin, non, mais si ça se trouve, non, justement. Voilà, où on a une jauge et elle se vide, ou on a une jauge qui finit par se remplir à chaque message. On ne sait pas, on verra. En tout cas, moi, je le dis pour le public aussi, parce que je ne sais pas qui a écouté le podcast. Moi, personnellement, je n'ai pas tout écouté. Et je n'ai pas réussi à tout écouter parce que la note vocale m'a plongée dans des situations qu'évidemment j'ai vécues, positives ou négatives, que je n'étais pas prête à recevoir forcément, parce que j'étais plongée dans l'intimité de ce couple qui traverse des moments up and down. Et les moments de tristesse m'ont bouleversée, peut-être parce que ça résonne avec mon présent, mais vraiment, ça m'a mis dans un mood un peu angoissant. Mais cool aussi, parce que j'avais l'impression d'entendre des choses que j'ai entendues aussi, etc. Et tu disais qu'on doit prendre le temps d'écouter une note vocale. Ma petite cousine, qui est née en l'an 2000, m'a appris qu'on peut maintenant écouter les messages WhatsApp en accélérant. En accéléré, ouais. C'est terrifiant. J'en suis pas là encore. Non, d'accord. Non, mais on peut même regarder les séries Netflix en accéléré. Maintenant, ils ont 1000 options. Ça, c'est encore plus... C'est fucked up quand même. Ouais. Ok. Et donc, pour vous, la révolution romantique, ça ne serait pas forcément de laisser de côté les applications, de dire non, on renonce à la technologie, voilà. Non, je pense que ce serait de faire un bilan positif et négatif de ce que ça nous apporte et dans quels écueils ça nous envoie et de décider, quand ça nous fait du mal, d'arrêter de l'utiliser comme ça. C'est de ne pas accuser les outils d'être fautifs, mais de la manière dont on se sert des outils. Ça, ce serait justement une manière de vivre avec son époque et d'enclencher une certaine forme de révolution. Ce serait de dire, on n'est pas victime des choses qui nous arrivent, on a encore un pouvoir de décision et si vraiment les choses nous font trop de mal, décider de s'en couper, à l'inverse, décider d'utiliser différemment les choses qui nous font du mal et décider d'utiliser plus les choses qui nous font du bien. Je pense que ce serait ça, la solution. Pour moi, c'est exactement ça, parce que ça serait comme la personne qui dit « Ah, le papier, non, pas ouf ». Enfin, tu vois, genre, on te présente une nouvelle technologie. En fait, nous, on a l'impression qu'on découvre les nouvelles technologies parce qu'on pense technologie, techno, informatique, électronique, etc. Mais le papier, c'était une nouvelle technologie. Les crayons, c'était des nouvelles technologies. Et c'est comme si les gars te disaient « Moi, je préfère l'oralité ». Ok, super. Du coup, les Vikings, il n'y a pas beaucoup de traces, tu vois. Donc, quelque part, l'idée, c'est prends les nouvelles technologies et comprends en quoi ces nouvelles technologies vont servir le développement de ta vision du monde. Pour moi, le plus important, c'est pas tellement application pour ou contre, réseaux sociaux pour ou contre, c'est genre être actif dans ta vie et réfléchir à ce que tu veux mettre dans le monde, pour ou contre, c'est ça. Et après, tu utilises les outils pour implémenter un style de vie que tu veux. En fait, personne ne te met un flingue sur la tempe. Personne te dit... alors oui, vous allez me sortir les documentaires qui nous disent qu'on nous... mais c'est pareil avec le sucre, c'est pareil avec l'alcool, c'est pareil avec la drogue, c'est pareil avec tout. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le capitalisme. Mais toi, tu as quand même cette possibilité de prendre du recul et de dire, OK, qu'est-ce que je fais de ça ? Alors justement, j'allais sortir le documentaire donc, de Social Dilemma. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais, non. Bon, en gros, c'est un documentaire qui montre tous les travers des réseaux sociaux et qui montre surtout comment ils agissent sur notre dopamine. Donc l'hormone du bonheur, c'est ça. Et donc qui montre en fait à quel point les likes, les matchs, tout ça contribuent à nous faire sentir bien et donc à ils nous rendent drogués, quoi. Enfin, vraiment addicts à ces trucs-là. Et d'une certaine manière, du coup, les notifications, etc., contribuent aussi à ce schéma-là. Mais dans le podcast, j'ai l'impression que... vous l'écouterez, mais en tout cas, il y a un optimisme en fait, qui traverse ce podcast. J'ai l'impression que ces deux personnes arrivent à avoir une communication qui est bienveillante, qui peut être aussi une inspiration pour nous, quoi, pour comment communiquer correctement aussi sur ces applis, quoi. C'était un parti pris et je pense que quand on crée une histoire, c'est toujours la question à la base qui est qu'est-ce qu'on veut dire et comment on veut faire sentir les gens à la fin. Et en tout cas, nous, notre parti pris, c'était on a envie de parler d'amour et on a envie que ça se termine bien.
On aurait pu raconter cette histoire de 100 000 façons différentes et il y en avait probablement la majorité des options où ça se terminait mal. Et parce que c'est facile, en fait. Et même par rapport au code narratif de créer de l'émotion, des rebondissements, etc., c'est beaucoup plus simple d'aller vers le drame. Et d'ailleurs, c'est pas compliqué. Chaque fois qu'on parle avec des gens, la première chose qui se passe, c'est qu'on déroule un narratif qui se finit mal. Et nous, on avait vraiment envie de se dire, ok, peut-être que c'est pas la version la plus réaliste, mais c'est la version vers laquelle on veut tendre. Et quand tu montres cet exemple-là, tu crées la possibilité à la personne qui reçoit d'imaginer que c'est possible et donc de mettre en place ce même comportement, parce qu'au final, il faut quand même pas être trop naïf et naïf. Tout ce qu'on absorbe aujourd'hui, ça a un impact sur la façon dont on réagit aux situations dans la vie réelle. Dans quelle mesure aujourd'hui on est capable de dire que la façon dont on réagit à une rupture ou à n'importe quelle autre situation, c'est la façon brute et primaire avec laquelle on réagit, ou c'est la façon avec laquelle on réagit après avoir absorbé des dizaines et des dizaines de séries et de films qui nous ont montré comment faire pour réagir à ce moment-là. Ça, c'est hyper bizarre quand même de se dire, est-ce que c'est moi qui réagis ou est-ce que c'est moi qui réagis avec le fruit de tout ce que j'ai absorbé culturellement ? On ne sait pas en fait qui on est, nous, à l'échelle individuelle. Donc il faut décider qui on a envie d'être. Je ne sais pas pourquoi je suis partie, c'est super. J'arrête. Non, mais je plus sois ce que tu dis, parce que je pense que dans le terme diffuser la révolution romantique, en tout cas, il y a la notion de peut-être de changer les récits qu'on a de l'amour. Moi, je me rends compte, par exemple, que étant lesbienne, je ne connais presque aucune histoire lesbienne heureuse. Déjà, j'en connais pas beaucoup parce que la culture populaire n'en produit pas. Et ensuite, elles sont toujours extrêmement dramatiques. Il y en a une qui meurt, l'autre qui ne s'assume pas vraiment. Enfin, toi, quelque chose de très culpabilisateur par rapport à notre identité. Et je me dis vraiment, les récits, donc soit on va dans le Disney, soit c'est vrai que parler d'amour, c'est quand même compliqué, quoi. Enfin, on va souvent dans le négatif. Et je trouve dans l'éducation des jeunes lesbiennes, par exemple, c'est vraiment chaud. Enfin, il n'y a pas d'exemple d'histoire d'amour heureuse entre femmes. Et du coup, peut-être que vous devrez faire un podcast sur ça, je ne sais pas. Mais on s'est posé la question au début et Nathalie m'avait dit je suis pas sûre d'avoir envie d'écrire une histoire d'amour hétéro. Et j'avais dit je comprends. Mais je lui avais dit l'avantage c'est qu'on est en contrôle. Il y avait quelque chose aussi derrière de déjà on fait une fiction audio, c'est notre deuxième fiction, on autoproduit. Et il y avait presque un truc un peu, c'est horrible à dire, mais marketing derrière le choix hétérosexuel qui était de dire on va encore tenter de parler au plus grand nombre parce que déjà qu'on n'est pas non plus surécouté parce qu'on n'est pas dans une maison de podcast énorme, essayons de choisir quand même quelque chose qui va au moins sur le papier faire croire au plus grand nombre que c'est d'eux qu'on va parler. Et surtout je lui disais c'est nous qui allons décider, c'est nous qui allons écrire le mec, donc on peut aussi en faire quelqu'un de correct si on a envie. Et t'avais vraiment ce truc entre la vérité qu'on a envie de raconter, que nous aussi on connaît beaucoup plus d'histoires même hétéros dans lesquelles les mecs sont vraiment des sous-daubes, et en même temps c'est nous qui l'écrivons, donc on peut aussi choisir d'en faire quelqu'un de correct, quitte à faire ce truc de c'est une légende, il n'existe pas. Peut-être, il n'existe pas. Voilà. Donc c'était aussi un choix, mais évidemment la prochaine fois, voilà, tu vois, ça nous va comme ça un peu le... Bon, très bien. Mais du coup, alors, le podcast aborde évidemment le sujet de la redéfinition du couple. Et vous nous parlez du couple ouvert. Pourquoi, pour vous, la révolution romantique commence par le couple ouvert ? Enfin, si elle commence par là pour vous. Vas-y. Après, je ne sais pas si elle commence par là, mais en tout cas, on a abordé ce sujet parce que c'était un truc à titre personnel, chacune de notre côté, qu'on était en train de vivre. C'était des questions qui étaient en train de se poser, c'était des débats qu'on était en train d'avoir, et on s'est dit trop bien, on va apporter une réponse absolue à tout. Évidemment, non, on peut pas, et c'était pas possible. Mais on avait envie, je pense, de creuser, peut-être aussi égoïstement parce que ça nous concernait et qu'on se disait comment est-ce qu'on aurait aimé que ça se passe mieux dans nos vies à nous, ou que ça se passe tout court aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la révolution romantique ne peut pas ne pas passer par le questionnement du couple, parce qu'on ne peut pas promouvoir le fait d'apprendre à aimer de façon beaucoup plus large et de beaucoup plus intense à des échelles très différentes, et continuer à être dans un récit où en fait on est sur un amour unique qui prend toute notre énergie et notre passion, et les autres personnes
on les aime, mais c'est pas de l'amour. Aujourd'hui, en France, on a un problème parce qu'on n'a que ce mot-là pour parler de toutes les différentes formes d'amour. Donc, tu aimes ta famille, tu aimes tes amis et tu aimes ton amoureux ou ton amoureuse. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire d'aimer plusieurs personnes en sachant que tu vas pas les aimer de la même façon, que tu vas pas avoir les mêmes relations avec ces personnes-là? Moi, ce que je trouve intéressant dans la révolution romantique par rapport à travers le prisme du couple, c'est que ça t'oblige, en tout cas ça a été mon expérience, ça t'oblige à remettre en cause toutes les fragilités et les inconforts qu'on apprend à ne pas travailler. Et c'est un énorme travail sur l'ego, sur la jalousie. Et en fait, c'est des termes c'est des sujets qui sont très importants parce que pour pouvoir co-vivre avec un grand nombre de gens qui vont être différents de toi, qui vont pas avoir les mêmes idées politiques, qui vont pas forcément être d'accord avec toi à 100%, et d'ailleurs, c'est toujours le cas, comment est-ce que tu fais pour générer de l'amour avec ces personnes-là sans te sentir fragilisé, dévalorisé. Et donc, je pense que le problème du couple exclusif, c'est que ça nous limite dans l'exploration des amours qu'on est capable d'avoir. Après, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça fout le bordel? Et est-ce que c'est douloureux? Oui. Mais je pense que c'est aussi générationnel. Les personnes qui commencent leur vie amoureuse aujourd'hui dans ce contexte-là, à mon avis, ça sera beaucoup plus facile que des personnes comme moi qui ont d'abord connu une vie où ça n'existait même pas, en fait, ce questionnement. Et du coup, je vais reprendre l'ouvrage Pourquoi l'amour fait mal pour plomber l'ambiance. Mais en vrai, moi, ce qui me gêne un peu dans le couple, enfin, c'est pas que ça me gêne, mais c'est une question que je me pose vraiment et qu'Eva Illouz se pose aussi dans son livre, qui est axé sur la sexualité hétéro. Dans le couple libre, il me semble quand même que souvent la femme est désavantagée parce que culturellement, les relations ouvertes favorisent les hommes qui sont culturellement habitués en fait à la logique d'accumulation, de la conquête. Alors que ce que Eva Illouz analyse, c'est que les femmes se privent souvent justement de cette possibilité d'exploration, fidèle à cette idée, mais évidemment inconsciente. Elle est complètement intégrée. Qu'il leur faut quelqu'un de stable, de solide, qui ne bouge pas et qu'elles doivent se consacrer à une seule personne. Donc c'est comme si les femmes étaient plus habituées à la monogamie que les hommes. Donc est-ce que le couple ouvert ne va pas bénéficier les hommes qui finalement se déresponsabilisent de communiquer, se déresponsabilisent de se comporter correctement. Est-ce que vous, dans votre podcast, est-ce que vous pensez que les deux protagonistes vont réussir à être égalitaires? Toi, tu réponds sur la question de l'hétérosexualité. Alors, merci. Dans ma récente expérience, j'ai l'impression d'avoir grandi avec la légende urbaine que les hommes avaient beaucoup de libido, qu'effectivement ils étaient plutôt infidèles et ils avaient besoin de beaucoup aller voir ailleurs et qu'ils ne souhaitaient pas s'engager. Dans ma réalité, ces 5-6 dernières années, les hommes que j'ai rencontrés, ils bandaient mou, ils voulaient se marier, avoir des enfants. Et quand on parlait de couple libre, ils disaient « Mais non, j'ai pas envie que tu te fasses pénétrer par d'autres gens. » Donc en fait, c'est possible que ce soit ça, historiquement, culturellement, mais dans la réalité, c'est des gens qui doivent dealer aussi avec tout un tas d'émotions qui leur met la pression et comme un peu la flemme de déconstruire parce qu'après il faudrait réfléchir, j'ai l'impression que c'est quand même pas totalement dans la pratique ce qui se passe. Après c'est uniquement mon expérience de ça et le fait que je suis un peu tombée de haut à arriver à un âge en disant mais attendez, ils sont où les Apollons qui bandent tout le temps et qui veulent pas s'engager et qui veulent pas construire de famille et qui sont pour le couple libre. Donc je sais pas si ça leur sert, en tout cas ça les confronte là en ce moment dans notre manière de relationner les uns avec les autres à tout ce qui peut aussi beaucoup les paniquer, comme la séduction, où ils sont pas exceptionnels. Oui. Je pense aussi qu'il y a 2-3 points. Le premier, c'est que couple libre, en fait, ça veut tout et rien dire. Parce que finalement, sur le terrain, moi, je me rends compte que suivant les personnes, en fait, pour moi, le couple libre, c'est juste un mot qui veut dire que tu vas découvrir ce dont tu as besoin en tant qu'individu, et il se trouve que chaque personne a besoin de choses différentes. Il y a une personne pour qui être en couple libre, ça va être d'avoir plusieurs partenaires sérieux. Il y a une autre personne pour qui ça va être de pouvoir être très fluide dans ses relations. Et en fait, ce mot-là ne veut même pas dire la même chose pour tout le monde. Et je pense que ce qu'on a besoin d'apprendre aujourd'hui, c'est pas tant le fait de trouver une nouvelle catégorie sous laquelle se cacher et obéir à des lois très strictes, c'est de découvrir qu'en fait, tout est très très complexe et mouvant
Et c'est très perturbant parce qu'on a grandi dans un monde qui nous disait il faut que tu construises des bases très très fixes, que tu trouves un travail, que tu t'éduques pour trouver un travail, que tu construises une famille, et après tu vas pouvoir dérouler un tapis qui va t'amener à la mort. Et en fait, aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que la vraie façon de vivre son plein potentiel, c'est du coup de tout le temps être en train de cultiver sa différence pour changer, pour s'épanouir, pour grandir, ce qui fait que tout change tout le temps. Une personne avec qui tu vas pouvoir être en connexion pendant 5 ou 6 ans, ce qui est déjà énorme quand on y pense, en fait, peut-être que dans 5 ou 6 ans, ça sera plus la bonne personne pour toi à ce moment-là, ou plus de la même façon que tu l'as été jusqu'à présent. Et je pense que cette problématique-là, c'est pas le problème que ce soit hétérosexuel ou homosexuel, en fait. Et je pense que d'ailleurs, c'est pas vrai. Moi, je pense que c'est la même problématique chez les lesbiennes, qu'en fait, c'est des problèmes de jalousie et d'ego, parce qu'on nous a appris à voir notre valeur à travers le prisme de l'amour qu'on reçoit d'un individu. Et ça, c'est pas un truc genré. Après, est-ce que... et puis finalement, tout le monde se trompe de toute façon. Donc, est-ce que l'enjeu, c'est pas justement de réussir à assumer le fait que peut-être que la notion de couple n'est plus la notion qu'il faut défendre, mais qu'on est bien dans une notion de... On grandit ensemble, on évolue ensemble, et ça va changer parce qu'on veut que le monde change, de toute façon. Oui, donc accepter que les choses bougent et se terminent, quoi. Et du coup, par rapport à notre couple, à nous, dans notre podcast, en fait, on s'en fout un peu. Oui. Parce que l'enjeu, c'est pas de rester ensemble. L'enjeu, c'est de réussir à développer l'individu qu'on est pour être heureux, diffuser de l'amour autour de soi, et que chacun soit dans sa pleine expression. Tu vois, c'est ça l'enjeu. C'est pas d'être en couple. Ce qui évite la peur, parce qu'on est tous enfin tous non, mais il y a beaucoup d'entre nous qui justement sont friands de cette découverte-là, du couple libre, etc. En même temps, je préfère dire plutôt couple ouvert d'ailleurs, parce que couple libre, je pense que tout couple devrait être libre. Enfin, la liberté, c'est un bien gros mot. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, on est dans cette expérimentation-là, mais j'ai pas l'impression que la peur des ruptures diminue pour autant. Et c'est peut-être en se comportant comme tu dis, en fait, finalement, qu'on peut accepter que les choses évoluent. Parce que je pense que la peur, quand même, de la fin, elle est quand même là, même si... Ah ben, et puis l'ego aussi. Enfin, moi, je te parle, je te fais une théorie, mais dans la pratique, je me suis fait défoncer le cœur et c'est compliqué. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Genre, en fait, c'est, pour moi, l'exercice que je trouve intéressant aujourd'hui en tant qu'être humain, c'est, tu fais une théorie qui est très belle, que tu essayes d'être saine et dynamique et qui va te porter vers le haut, pour t'aider à améliorer ta pratique. Mais il y a un fossé, en fait. Le fossé entre ce que je dis, que j'aimerais voir dans le monde, et ma réalité, il est présent et il a bien lieu. Est-ce que, quand je vis une relation amoureuse, est-ce que tu penses que j'ai pas envie d'être l'univers de cette personne et qu'elle ne voit que moi ? Bien sûr que non. J'ai envie d'être cette personne pour toute la vie. Mon ego ne demande que ça. Mais après, dans la théorie, je sais très bien qu'en fait, ça n'aidera pas à construire le monde que j'ai envie de voir. Après, dans la pratique, du coup, j'apprends à combler ce fossé. Et pendant que je comble ce fossé, la théorie continue à évoluer et à se modifier, et à se transformer. Et dans 10 ans, on ne sait même pas ce qu'on dira sur l'amour, en fait. On sera mariés, on aura des enfants et tout. On ne sait pas. Non, mais c'est ce que les gens te disent quand tu essayes de leur proposer une nouvelle idée des relations. Parce que dans couple ouvert, il y a aussi... on entend systématiquement la notion d'aller voir ailleurs ou de vivre d'autres choses. Mais je pense que c'est aussi... plus un lifestyle de questionner régulièrement ça et d'être capable dans son couple avec la personne qu'on aime d'aborder des questions qui pourraient potentiellement fâcher parce que derrière cette espèce d'accord tacite qu'on doit être tous fidèles les uns avec les autres, c'est un peu compliqué de construire sur le long terme. Donc on n'est même pas en train d'essayer de défendre le couple ouvert comme trop bien, ayez un partenaire principal et plein d'autres partenaires à côté, c'est génial, mais plus pour dire soyons capables d'avoir des relations amoureuses qui nous permettent en tant qu'individus de continuer à nous développer nous et d'aborder des sujets qui pourraient potentiellement être des sujets dont dont on nous a appris que les couples ne devaient pas parler. Je vois très bien. Et du coup, la théorie et la pratique, c'est un peu ce que tu disais. Enfin, le titre du podcast, c'est en fait cette dichotomie-là dont tu parlais. Oui. Ouais, alors plus qu'une dichotomie, pour moi, c'est une tension. Oui. C'est une tension. Ça veut dire que tu théorises et après tu mets en pratique et ça marche jamais de la même façon. Mais c'est comme le processus créatif, c'est comme tout finalement. Le tennis, c'est pareil. Ouais.
C'est-à-dire, si tu apprends le tennis en théorie, en pratique, c'est sûr, tu gagnes pas Wimbledon, tu vois. Et c'est un titre qui s'applique vraiment à nous. On se le dit tout le temps. On parle beaucoup, on théorise beaucoup, et puis après, on met en pratique parce que la théorie toute seule ne vaut rien. Et une fois qu'on met en pratique, on se rend compte que il faut faire des ajustements. Puis une fois que tu as fait tes ajustements, du coup, la pratique change aussi. Et c'est comprendre que c'est un balancier perpétuel qui rend les choses sympas, finalement. C'est-à-dire, au lieu de vivre le truc un peu comme un... Même si ça peut être dur et pénible et triste, mais ça, c'est des émotions que de toute façon, il faut vivre, tu vois. Mais accepter le fait que la vie, c'est cette tension-là, moi, je trouve que ça rend la vie joyeuse parce qu'en fait, tu sais qu'à partir du moment où tu restes en mouvement et tu continues à rester éveillé émotionnellement et intellectuellement pour réfléchir à ce qui se passe, ça va se transformer. Et donc, il faut juste avoir foi après dans le temps avec un grand T. Ok. Donc, est-ce que... tu voulais rajouter un truc peut-être? Non, je trouvais que Nathalie était super et je voulais savoir si elle voulait travailler avec moi et tout. Bon. Mais du coup, est-ce que vous avez envie de continuer de parler d'amour à l'avenir et si oui, comment? Oui. Comment? Toujours à travers la fiction. Toujours à travers la possibilité de raconter des histoires. Idéalement, on aimerait bien pouvoir faire des films, pouvoir le faire avec un support visuel, mais on prend toujours beaucoup de plaisir à raconter des histoires en podcast parce que ça rajoute plein de petits obstacles narratifs. C'est que dans la théorie et la pratique, comme dans le premier qu'on a fait, Conscience, on est obligé aussi de raconter que y a des ellipses narratives dans lesquelles les personnages se sont vus et on peut pas savoir ce qu'ils se sont racontés puisqu'ils se sont pas laissés des notes vocales WhatsApp l'un en face de l'autre. Et je pense qu'on va continuer à parler d'amour, en tout cas que l'amour aura toujours une place dans nos projets, que ce soit central ou pas. Là, ça a été central, mais c'est aussi, c'est obligatoirement, ça participe obligatoirement à une certaine forme d'accomplissement et ou en tout cas de compréhension de soi, qui est ce qu'on veut raconter en général dans nos histoires. Et même si l'enjeu, c'est pas forcément l'amour entre êtres humains, des relations romantiques et amoureuses, c'est en fait passer ce message, je pense, qui nous tient à cœur aujourd'hui, de se rendre compte qu'on a une responsabilité en tant que créatrice de fiction, de comprendre que on crée des émotions auprès des gens et que ces émotions vont avoir un impact dans la façon dont les gens pensent que quelque chose est possible ou n'est pas possible. Et à partir de ce moment-là, infuser le fait que c'est l'amour qui est le liant de toutes les actions qu'on fait et du moteur, mais que ça soit avec le vivant. Enfin, pour le coup, tu vois, quand tu parlais du fait qu'il y a plein de choses qui vont pas dans le monde actuellement, est-ce que c'est pas bourgeois de parler d'amour? Mais en fait, pour moi, avoir la capacité de comprendre que les animaux sont des êtres vivants avec des émotions et des consciences, avoir de l'amour, ça permet de comprendre ça, ça modifie la façon dont tu manges, la façon dont tu consommes, la façon dont tu les traites. Ça a un impact phénoménal. Donc, l'amour peut prendre plein de formes de récits, tu vois. J'adore quand tu insistes sur le fait de dire que susciter une émotion signifie changer dans la pratique le monde et peut-être à un niveau très politique en fait. C'est très important parce que souvent c'est considéré naïf. On est dans un monde très rationaliste, patriarcal. Mona Chollet dit le monde des sciences dures comme une bite en érection. Et donc je trouve que parler d'émotion et de la capacité transformatrice des émotions, c'est assez ouf. Donc ma dernière question. Après, je pense qu'on aura un temps pour les questions du public, je crois. Enfin, je ne sais pas trop quelle heure il est. Mais... Laura a disparu. Ouais. Est-ce que quelqu'un a l'heure parce que Laura a disparu? 16. Ok, du coup, on aura un quart d'heure, peut-être 10 minutes, peut-être de questions. Oh, ok, cool. Non, ma dernière question, c'est juste... Comme j'ai dit, il y a beaucoup de productions audio sur l'amour qui sont en train d'être diffusées. Je pense entre autres au podcast de Victoire Toyon, Le cœur sur la table, qui se concentre justement sur cette notion de révolution romantique, sur des choses, sur des thématiques comme ça. Pourquoi, selon vous, les podcasts qui déconstruisent nos relations marchent-ils si bien? Et est-ce que le podcast, avec toute la liberté qu'il permet, avec les voix qu'il permet de faire écouter, avec leurs accents, leur ton, enfin voilà, les voix qu'il permet de faire écouter, est-ce que ça ne serait pas le fer de lance d'une révolution romantique intersectionnelle? Et là, j'insiste aussi sur le mot queer, parce que je pense que par le podcast, certaines personnes sont en train aussi de s'approprier une place médiatique qu'elles n'avaient pas avant. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que le podcast, c'est le fer de lance de la révolution romantique?
Je vais répondre à la première question. C'est que je ne sais pas si on en parle plus ou si on a plus accès aux discussions autour. Je pense que les réseaux sociaux, Internet et le fait qu'on soit si connecté permet juste de pouvoir rendre ce débat-là, qui a de tout temps existé, juste beaucoup plus audible et beaucoup plus facile d'accès. C'est bien que ça se fasse par le podcast, puisque le podcast a quand même pendant un temps été un truc un peu marginal, donc du coup il récupérait un peu tous les sujets marginaux, il n'y avait pas la même censure, ça a été repris par justement des personnes qui n'avaient peut-être moins de place sur la scène médiatique, mais je pense que c'est pas forcément juste un truc qui est dans l'air du temps, c'est juste que là, d'un coup, on est tous connectés, on a tous accès à ces discussions-là qui, avant, se faisaient ailleurs, en dehors des oreilles, et qui se faisaient dans les groupes d'amis, dans des groupes de parole. Et là, on a juste la même chose, mais avec un micro. Juste sur ce point-là, et après je te redonne le truc. Moi, je pense aussi que les gens ont faim. Je ressens vraiment une faim forte chez les gens de se sentir vivants. De sentir, je pense qu'il y a des courants d'énergie, on a besoin de retrouver la magie, on a besoin de retrouver le rêve, et l'amour, le cœur, c'est complètement lié à ces sujets-là. Je pense que ça fait pas mal d'années qu'on nous a donné des récits qui nous disaient arrêtez de rêver, ça sert à rien. Quand vous rêvez, vous êtes naïf et ça n'a aucun impact. On va créer des dystopies et on va vous dire d'avoir peur. Et je pense que là, la révolution, c'est que les gens sont en train de dire en fait, tu sais quoi, non. Et je pense que c'est pas pour rien non plus qu'il y a eu une montée de la prise de drogue forte. C'est parce qu'en fait, on a besoin de s'échapper des récits qu'on nous offre aujourd'hui. On a envie de s'aimer les uns les autres. On a envie de former un monde uni, même si on est différent et qu'on n'est pas toujours d'accord. On a envie de sentir nos peaux qui vibrent. Et c'est pour ça que les gens, ils sont en recherche de podcasts sur l'amour, parce qu'on a la dalle et on en a marre, en fait, d'être dans un fast-food. Pour moi, c'est ça. Et sur le podcast, non, moi j'avais fini. Ah ouais, du coup, le podcast, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment un outil hyper démocratique. Alors, évidemment, on va toujours mettre des guillemets, parce que démocratique, oui, mais si personne t'écoute parce que personne ne sait que t'existes, bon bah, super. Après, c'est vrai que... Donc, tu auras toujours besoin, en fait, de quelqu'un qui va promouvoir ton travail, et tu peux être un génie ou une génie. Si personne ne parle de ton travail, malheureusement, il n'y aura pas d'impact, et ce que tu cherches, c'est avoir de l'impact. Mais... en termes de production de base, c'est très démocratique. En termes d'écoute, c'est hyper démocratique. Tu peux pas savoir qui parle, t'es pas pollué par le visuel, et on t'a appris à juger les gens, notamment les femmes, notamment les minorités, en les regardant et en disant « Ah ouais, non, pardon, excuse-moi, elle a une mèche de travers, donc elle est conne. » Non, en fait, avec le podcast, tu peux pas faire ça. La meuf, elle peut être en pyjama et il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est démocratique. Après, là où c'est pas démocratique, et ça le sera jamais, et c'est à ce niveau-là qu'à titre individuel, il faut tous et toutes qu'on comprenne qu'on a de l'impact, c'est la diffusion. La diffusion, elle n'est pas démocratique, la rémunération, elle n'est pas démocratique, et elles le seront jamais. Donc en fait, aujourd'hui, chaque personne qui arrête la circulation à soi empêche la diffusion des idées révolutionnaires. Et aujourd'hui, le plus important, c'est que chaque personne reprenne le contrôle de la circulation. On est tous des autoroutes. Et même si tu t'en fous de toucher 4 personnes, non, parce que ton ego voudrait savoir que tu as un impact national et tu voudrais gagner de l'argent sur ça. Mais en vrai, ils sont 1% à réussir à avoir ça. Moi, je vis pas des idées que je partage sur Instagram, et ça me fait pas gagner d'argent, et ça prend juste du montant de vie. Mais par contre, tu sais que tu es en train d'offrir à des gens quelque chose qui va aider à façonner le monde que tu as envie de voir. Ça, c'est hyper important. Oui, c'est l'ancêtre de l'influence, ça s'appelle le bouche à oreille. Et ça existait déjà avant qu'Instagram existe, et en fait, ça fonctionne beaucoup mieux que l'influence. C'est clair. Bah, moi, j'ai envie juste de conclure sur le fait que dans l'article sur la révolution romantique, il y avait un passage que je tiens vraiment à développer. Et c'est le fait que je pense qu'aucune révolution humaine ne peut avoir lieu si chacun et chacune n'accepte pas de comprendre la place qu'elle est en train d'occuper, et éventuellement de la céder à quelqu'un d'autre, et éventuellement d'essayer d'en prendre moins. Je dis ça avec un micro dans la main, en étant blanche et bourgeoise, etc. Mais voilà, on peut déjà prendre conscience de ça, et même en vrai réduire sa présence sur Instagram. Je pense que c'est très important d'être consciente et conscient de l'impact qu'on peut avoir, et du fait que les réseaux mettent en avant toujours les mêmes profils, et que c'est important humainement de
Ouais, juste soit de faire quelque chose de positif de son influence, soit en tout cas, comprendre la place qu'on occupe. Voilà. Et est-ce que vous voulez passer aux questions? Yes, oui. S'il y en a. S'il y en a, oui, allez-y. Est-ce qu'il y a des micros pour les gens ou il faut que les gens viennent ici? Il faut que tu viennes ici, je pense. Comme ça, s'il y a d'autres gens qui ont des questions, je pense que vous pouvez faire la queue en vous mettant à distance respectable, évidemment. C'est juste pour anticiper. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'avais une question parce que l'amour, c'est tellement souvent considéré comme un truc futile parce que c'est associé aux filles et du coup, on a l'impression que l'amour, c'est quelque chose qui n'est pas sérieux, etc. Mais justement, votre message, c'est que l'amour, ça peut être politique. Est-ce que justement, quand vous avez présenté votre podcast, est-ce que vous avez vu chez des audiences masculines des gens être surpris d'à quel point ça pouvait avoir un vrai impact sur eux alors qu'ils considéraient ça comme quelque chose de futile, encore une fois? Pardon. Merci. Est-ce qu'on a eu ça? On n'a pas eu ça parce que les garçons ne s'intéressent pas aux trucs de filles et ça c'est toujours une réalité et c'est pas parce qu'on a fait un podcast que ça a changé l'équilibre du monde. Les mecs se foutent complètement de ce qu'on raconte. Il y a une poignée d'hommes dans la salle, je sais pas sur où ils se placent, enfin que j'identifie comme des hommes dans la salle, voilà. Et c'est une réalité, les mecs s'en contre-cognent et même quand ils sont là, ils en parlent pas derrière. Donc il y a un moment, je pense que juste la solution c'est d'arrêter d'attendre que les hommes nous valident parce que pourquoi est-ce qu'on pense que tant qu'on n'a pas été validé par les hommes, ce qu'on fait n'est pas valable, est naïf et n'a pas d'impact? Moi, je suis désolée, mais en fait, j'estime que ce que je fais des fois, c'est de la merde et des fois, c'est cool, mais je fais de mon mieux et puis c'est tout, en fait. Et c'est décorrélé de mon genre. Donc Ouais. non, on n'a pas eu de retour de mec. Voilà. Mais en tout cas, on va pas attendre que ce soit enfin considéré comme quelque chose de valide et de fort et de puissant et de politique pour s'emparer de ce sujet-là. Et c'est justement ça qu'on a fait avec le podcast et avec Faiseuse en général, c'est de dire le monde dans lequel on veut vivre, on veut pouvoir raconter des histoires d'amour qui sont pas considérées comme futiles, comme secondaires, parce que le truc le plus important du monde, c'est d'avoir une montre et une voiture. Du coup, on a juste décidé de dire l'amour c'est important, on va raconter une histoire importante avec ça. Et s'il y a des humains qui pensent que c'est secondaire et qu'on s'en fout, ils ont juste qu'à pas écouter et puis on les retrouvera en enfer. Moi, j'avais un élément d'espoir à apporter. C'est pas un podcast, mais Manifesto 21, donc le média que j'ai fondé. J'ai vu récemment, on parle quand même d'enjeux féministes, un média LGBT, etc. J'ai vu que récemment, l'audience masculine a un tout petit peu dépassé l'audience féminine, chose qui n'était jamais arrivée. Après, les statistiques ne prennent pas en compte vraiment de la non-binarité, le transgenre, etc. Mais voilà. Donc, et après, un truc de réflexion, c'est que le romantisme révolutionnaire, c'est une notion qui a été développée par des hommes dans les années 60, quand il y a eu mai 68, etc. Et c'était une façon pour eux de réenchanter le monde, mais par un prisme anticapitaliste, un peu en mode comme le romantisme, en fait. Donc Goethe... retour en arrière, ce truc un peu passéiste. Et je pense que le problème fondamental, c'est que les personnes privilégiées ne comprennent pas que déjà un romantisme, c'est un isme, donc ça va avec universalisme, donc déjà ça va pas pour mener une révolution. Et ensuite, que la révolution qu'on vit actuellement, en tout cas les mouvements qu'on vit actuellement, sont des mouvements pour la vie ou la mort de certaines personnes parfois. Donc c'est pas un truc énivrant de mai 68, mon Dieu, des bourgeois qui s'indignent. Enfin, c'est vraiment un truc où des gens se battent pour s'aimer librement, sinon ils meurent. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a plus de questions. Moi, j'en avais une autre. Ah bah vas-y. Est-ce qu'il y a eu une autre... Enfin, vu que vous parliez justement d'avoir des œuvres qui parlent d'amour, qui suscitaient des changements grâce aux émotions qu'elles provoquaient chez nous, est-ce que vous avez eu une œuvre, vous, dans vos vies, qui parle d'amour, qui vous a provoqué ces changements par les émotions qu'elle suscitait? Moi, quand j'étais adolescente, j'ai vu les premiers films queer sur des amours adolescentes. Et en fait, est-ce que techniquement c'était les meilleurs films du monde? Non. Est-ce qu'au niveau du sujet c'était les meilleurs films du monde? Non. Mais par contre, leur simple existence a créé des bouleversements personnels qui m'ont amené à être qui je suis aujourd'hui. En tout cas, à comprendre qui j'étais.
Mais par contre, c'est pareil pour tout. Ça veut dire, il n'y a pas que l'amour y a pas que les œuvres de fiction ont eu des impacts. Je reviens un petit peu en arrière, mais en gros, je me suis fait la réflexion récemment que j'étais assez surprise de découvrir les histoires qui avaient eu des impacts très profonds dans la création de mon identité. Et parfois, c'est vraiment des trucs nuls. Genre, Maman, j'ai raté l'avion 2. Il y a une scène de. Non, mais. Donc, c'est là où on se dit quand même la responsabilité des personnes qui créent des histoires. C'est que tu peux pas. Enfin, tu te rends compte quand même que les gars qui écrivent des films où les gens se font violer et tuer à tour de bras juste pour que ça soit dynamique, tu te rends compte quand même de la violence du processus que c'est déjà de vouloir de passer du temps à faire ça et après de le diffuser en masse. Et là, je me dis, on est des tarés, nous, en fait, les humains. Et évidemment que, en fait, ce que tu fais a un impact, c'est juste que tu le sauras jamais, tu pourras pas le mesurer. Et parfois, tu écris une histoire pour enfants et cet enfant devient un adulte. Et moi, Maman, j'ai raté l'avion. Si quelqu'un l'a déjà vu, le 2, avec le clochard et l'histoire des patins sur la métaphore de faut utiliser tes patins parce que si tu les laisses neufs dans ta boîte, tu n'auras pas vécu ta vie, ça a changé ma vie. Et là, tu te dis, attends, t'as une... Et donc, peu importe que ce soit l'amour ou l'économie ou la relation au vivant, il y a 1000 histoires qui nous ont influencés, sinon ça serait pas notre métier de toute façon. Mais c'est surtout prendre conscience du fait que les histoires que tu vois, des fois, dis-toi que c'est un être humain qui les a créées et c'est chaud. C'est chaud qu'il y ait des êtres humains dans le bon sens et surtout dans le mauvais sens aussi. Voilà, c'était mon coup de gueule. Oui, moi, mais c'est plus venu d'une fatigue des choses qui existaient déjà. J'ai pas de souvenir d'une œuvre vraiment, à part très récemment, où du coup j'avais plus ou moins le cerveau fait comme maintenant, où j'étais justement capable d'être touchée parce que ce que je voyais était différent. Sinon, c'est plus venu d'une fatigue de tout ce que j'ai vu éternellement, qui a été répété, rabâché et montré de toutes les manières possibles et imaginables. Donc j'ai plus des non-recommandations que des recommandations que je ne ferai donc pas. Voilà. Moi, si je peux donner un conseil à toutes les lesbiennes dans la salle, lisez les lettres entre Virginia Woolf et Vita Sackville-West, parce que vraiment, ça pour le coup, bon après il faut mettre le contexte de l'époque, mais c'est l'histoire lesbienne qui m'a le plus plu. Aussi parce que Virginia, c'est quand même, elle est piquante quoi. Enfin, dans ses lettres, elle est vraiment intelligente et c'est franchement drôle. Mais moi, ça c'est un truc qui m'a donné de l'émotion et vraiment beaucoup d'espoir. Et pardon, mais du coup, je te conseille de voir les 2 spectacles d'Anna Gatsby. Il y aurait plein d'autres choses à recommander, mais tu peux voir Fleabag, tu peux voir I May Destroy You. Il y a plein de choses. On peut faire une petite liste, mais vois les deux spectacles d'Anna Gatsby. Ça parle pas d'amour, mais ça te déconstruit la relation à l'autre et c'est hyper puissant et tu riras parfois. Parfois. Hein. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Vas-y. Allez. Je peux le prendre. Bonsoir d'abord. Merci d'ailleurs pour cet échange très riche. Et alors moi je me posais une question. Tout à l'heure Marion, au début tu parlais de marketing, du fait de parler de couple hétéro parce que ça parle à plus de gens. Alors moi je suis une grande consommatrice de podcasts et ça a pris un essor énorme ces dernières années, j'ai envie de dire maintenant. Et donc il y a un niveau de qualité aussi qui est énorme. Et alors le format des échanges WhatsApp, je trouve ça très bien parce que justement c'est quelque chose d'assez entre guillemets facile à mettre en œuvre. Mais je me demandais justement à quel point vous intégriez ça. Enfin, il y a le fond, il y a ce qu'on raconte, il y a aussi comment on le raconte et comment les gens vont aussi s'intéresser, suivre la chose, parce deux personnes peuvent dire la même chose, mais par rapport à comment ça va être emballé, ça va pas être perçu de la même façon. Et du coup, je me demandais comment vous, en tant que créatrice et de personnes créatives, comment vous intégrez ça dans votre réflexion en dehors du message que vous voulez faire passer, pardon. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de place ou voilà. Comment vous faites dans le processus créatif? Ça prendra jamais la place du fond, en tout cas, je pense, sauf là pour ça. Mais j'ai l'impression qu'on va de plus en plus en s'en foutant complètement aussi. C'est-à-dire que quand tu commences dans un métier de création, j'ai l'impression que d'abord c'est comme ça que je l'ai vécu, tu fais ce qui est attendu, tu fais ce que tu as vu, puis à un moment tu commences à être saoulé, donc tu fais plus, mais tu fais quand même en essayant de plaire, et à un moment tu dis mais en fait j'en ai plus rien à foutre. Et je pense que c'était notre dernier truc où on a réfléchi en termes de marketing en se disant on va essayer de parler au plus grand nombre parce qu'on était une petite structure, parce qu'on est toujours une petite structure. Sur le fait qu'on a choisi un couple hétéro, mais pas sur le fait qu'on ait choisi des notes WhatsApp par contre. Non, c'est ça, les notes WhatsApp, ça va. Bah non, les notes WhatsApp c'était parce que c'était à notre portée
et que c'était un truc qu'on échangeait nous. Oui, et aussi parce qu'il y avait un enjeu narratif qui était intéressant. C'est-à-dire, il y a une intimité, l'impression de voyeur, d'écouter les messages privés de quelqu'un et du coup que ça te renvoie à tes propres émotions. Évidemment, il y avait un enjeu économique qui était fort et on l'avait déjà fait une première fois et on avait envie de le refaire. Mais moi, je sais que personnellement, je suis très très attachée aujourd'hui à l'idée d'essayer de redonner ce premier émoi. Quand tu es enfant, comme tu découvres tout et que tu découvres le monde tout le temps, parfois des choses de qualité un peu moyenne, parce que c'est la première fois, te créent des émotions très très fortes. Et j'ai en ce moment, dans mes projets perso, mais du coup c'est aussi ce qu'on a beaucoup fait avec Marion, on a fait aussi un jeu et un film conjoint où il faut jouer au jeu pour débloquer le film. On essaye quand même de se donner des challenges narratifs qui nous permettent de challenger un peu cette façon de consommer les histoires, parce qu'il y a une espèce de passivité qui s'est insérée dans la façon dont les gens consomment les histoires. Et comme la personne peut voir un chef-d'œuvre et une vidéo brute sur comment faire de la couture et un autre truc derrière, tout se mélange à la fin de la journée, tu te souviens plus de rien. Comment tu fais pour redonner aux gens cet émoi qui fait que ça va perdurer dans le temps, malgré les centaines d'heures de consommation de médias que tu gères, et comment tu fais pour que ce premier émoi devienne une graine et que cette graine devienne une plante et donc il y a aussi ce truc là avec Faiseuse, on essaye de faire des projets qui sont pas vendeurs parce que souvent c'est la première fois que c'est fait et donc les gens ça les intéresse pas en fait, ils veulent pas prendre de risques et c'est ça qui fait qu'on n'a pas beaucoup d'économie et qu'on peut faire que des petits projets, mais c'est ça aussi qu'on prend des libertés et qu'on dit on s'en fout, on va faire ce qui nous intéresse. Merci, du coup c'est super inspirant quand on a des projets similaires. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question ou quelqu'un veut poser une question? Non, ça va? Du coup, s'il n'y a plus de questions... Ouais, non, il n'y a plus de questions. Ok, du coup, peut-être on va vous libérer. Merci. Du coup, merci à Grande Contrôle. Merci à Marion et Nathalie. Du coup, allez écouter La théorie et la pratique. Et d'aller donc aller sur le site de Faiseuse, il y a toutes les actus, tous les trucs. Et si ça vous va, vous pouvez aussi aller consulter Manifesto 21, qui est un magazine féministe, LGBT. On parle beaucoup de ces thématiques-là. Donc voilà. Bonne soirée. Merci beaucoup.